fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Ça va que tu parles comme ça, hein? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Pour la première fois dans un épisode de Bonhomme, nous recevons une personne qui a vécu comme une femme pendant 40 ans, avant de faire il y a un an une transition de genre, dite F2M, female to male, pour devenir un homme trans, comme il se qualifie aujourd'hui. Cet homme trans, c'est Océan, que vous connaissiez peut-être sous le nom d'Océane Rosemary en tant qu'humoriste, comédienne. Océan est comédien, humoriste et réalisateur, et il a filmé sa transition qu'il raconte dans son documentaire titré Océan. Pendant cet entretien, il nous a parlé de son rapport à son genre de naissance, à son corps, mais aussi de son rapport aux hommes depuis qu'il en est devenu un. Juste avant de commencer l'écoute, il est peut-être utile de préciser certains des termes qui sont employés dans cet épisode. Un homme cis, comme le dit Océan, ou cisgenre, est un homme qui se reconnaît dans le genre masculin, assigné à son sexe de naissance. Océan parle aussi de cispassing. Le cispassing, c'est le fait de passer pour une personne cisgenre, un homme ou une femme, sans avoir à préciser. Ainsi, on parle de cispassing lorsqu'une personne ayant fait une transition vers le genre masculin est directement considérée par des inconnus comme un homme, sans avoir à le mentionner. Et maintenant, notre invité peut nous donner sa définition du bonhomme. Pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un qui se complaît dans sa masculinité oppressive. Bon, c'est vrai comme réponse, c'est pas trop. C'est assez court, mais je pense que je peux pas vraiment dire plus que. Par exemple, c'est-à-dire ce complexe. C'est-à-dire qui va faire, qui va écarter les jambes dans le métro, qui va parler fort, qui fait le bonhomme, quoi, tu vois, qui va se la raconter un peu, qui va jouer son rôle de mec dans toute la caricature de ce que ça peut être en fait. Mais le bonhomme peut être sympathique après, hein, même si là je l'ai décrit de manière un peu dure. Bon, mais disons que pour moi le bonhomme c'est une vision ancienne, quoi, et très masculine, ouais. Pas dans le meilleur sens du terme. Donc ma question d'après, je connais la réponse, qui est « Toi, t'es un bonhomme ?» Non, je suis pas un bonhomme. Ou non. C'est qui les hommes de ta vie qui t'ont entouré et qui te servent de modèle ou de référence ? Ça a été vachement mon père, en fait, parce que dans ma fratrie, il y a eu que des filles, enfin de naissance en tout cas. Maintenant, il y a moi. Et après, j'ai eu un fils, n'importe quoi. Ok, est-ce que tu es aussi ma psychanalyste ? J'ai eu un fils. Non, ma mère a eu un fils, ça n'a rien à voir. J'ai eu un frère, mais elle l'a eu vachement plus tard. Elle l'a eu 22 ans après moi. Donc, du coup, je n'ai pas grandi avec lui. Et du coup, j'ai surtout eu le modèle de mon père et aussi de certains de mes oncles qui étaient des hommes, ou sont pour certains, mon père est plus vivant, mais très doux, très à l'écoute, pas du tout dans ce qu'on appelle aujourd'hui les masculinités toxiques, quoi, en fait. Donc du coup j'ai eu des modèles d'hommes assez étonnants, je dirais. Et mon père c'était un ancien prêtre, donc il avait aussi eu un parcours particulier et vraiment où sa masculinité à lui, je pense, n'avait pas vraiment pu se déployer pour le meilleur et pour le pire, quoi, disons, parce que du coup c'était quand même quelqu'un de très délicat, quoi, de très attentif et qui était plutôt entourée de femmes. Donc du coup, et c'est vrai que moi j'avais 2 sœurs et ma mère elle avait plein de copines. Enfin j'ai plutôt le sentiment de grandir dans un genre de gynécée, quoi, avec des femmes très puissantes. Voilà, donc j'ai plutôt évolué dans un milieu de femmes. Et les hommes, je dirais que les modèles, en tout cas du coup qui me sont restés comme des modèles positifs, c'était des hommes qu'on pourrait caractériser d'hommes féminins. Et toi, t'as pris quoi de ces modèles aujourd'hui, si t'arrives à en être conscient ? J'espère que j'ai pris ça, que j'ai pris la douceur, le fait de faire hyper gaffe, de pas être oppressif. Après, évidemment, ça vient aussi du fait que je suis trans et que j'ai du coup 40 ans de vie de femme dans les pattes. Donc, je sais vraiment exactement ce qui peut être problématique pour une meuf. Et parfois, d'ailleurs, c'est marrant parce que il m'arrive de faire des blagues un peu bourrin qui en fait passaient très bien quand j'étais une meuf, mais maintenant ça fait vraiment oppressif et du coup je le vis trop mal et tout là. Oh putain, pourquoi je fais cette blague, ça fait vraiment gros bourrin. Et côté femme, côté mère, où tu dis que justement c'est plus les femmes qui sont dans la puissance, en puissance ouais. Dans ta famille, est-ce que tu as pris des choses aussi de ce côté-là ?
Oui, de toute façon, je considère que ma transition est un geste féministe, un geste de femme qui s'émancipe à un moment et qui décide de sortir des assignations dans lesquelles on l'a enfermée. Donc, même si je me suis dirigée vers une identité d'homme, pour moi, c'était quand même un geste de femme. Au même titre d'ailleurs qu'une femme trans, c'est un geste de femme aussi, puisque du coup, elle va prendre tout le stigmate du féminin, et en général, elle l'a déjà depuis toute petite, parce que les femmes trans, avant même leur transition, souvent se sont refusées à rentrer dans le jeu du patriarcat et des masculinités comme ça, oppressives. Donc vraiment, nous sommes une grande famille, je dirais, des hommes trans aux femmes trans, en passant par les femmes cis, et c'est très important de créer des alliances fortes, en fait. Et t'étais quel genre d'enfant ? J'étais un enfant qu'on peut qualifier, du coup, à l'époque de garçon manqué, ce qui est quand même un terme extrêmement problématique, puisque j'étais peut-être juste une fille réussie, ou déjà un garçon, je sais pas. Dans le sens où j'étais sportif, où je faisais beaucoup de blagues. En fait, c'est assez triste de se dire que un enfant qui incarne son corps, qui veut peut-être, je sais pas, être dans sa corporalité, en fait, explorer le monde, aller à la rencontre des gens, va être immédiatement perçu comme masculin. Parce qu'en fait, c'est vraiment OK. Enfin, en fait, ça montre à quel point on entrave les femmes très tôt et à quel point on leur fait comprendre qu'une fille, ça doit être sage, ça doit bien se tenir, ça doit pas salir sa robe, alors que les garçons vont être valorisés à aller, tu vois, dans la boue, faire du foot et rentrer dégueulasse et transpirant, on va trouver ça extraordinaire, alors qu'une fille, on va l'engueuler, quoi. Donc, moi, ça va. Mes parents, là-dessus, étaient assez cool, donc j'ai pu être un garçon comme un autre. Et c'est ça, tu te sentais du coup comme les garçons assignés au genre de garçon de ton âge ? Non, en fait, je me posais pas trop la question parce qu'on m'avait dit que j'étais une fille, donc c'est vraiment une information que j'ai questionnée que extrêmement tardivement, parce que je pense que si j'avais eu les moyens de penser ma transidentité et des outils pour la penser plus tôt, j'aurais transitionné beaucoup plus jeune, en effet. Mais en tout cas, on me laissait être une fille comme j'avais envie, donc ça me permettait d'être un garçon. Est-ce qu'il y avait des endroits, des activités, des lieux où tu te sentais vraiment à ta place ? Je me sentais à ma place. Je me suis sentie toujours à l'aise dans mes activités. En fait, j'ai fait beaucoup d'équitation toute mon enfance, à très haut niveau, de compétition et tout ça à l'adolescence. Et c'est un endroit où on était hors du genre, en fait. C'est que quand tu montes à cheval et que tu dois... Moi, je faisais du dressage, on devait faire donc des figures. Tu vois, c'est un peu comme du patinage artistique, mais avec un cheval, on va dire, pour que les gens qui connaissent pas. Tu dois juste trouver l'osmose avec ton cheval et faire les plus belles figures. Et donc, je pense que j'étais bien, justement, parce que j'étais hors du genre dans ces endroits-là, quoi, et dans une relation avec l'animal qui, moi, me plaçait juste en tant qu'être humain et pas en tant qu'homme ou femme, juste en tant que cavalier, quoi, on va dire. Et après, voilà, quand j'ai commencé à faire du théâtre aussi, très tôt, j'avais une vocation, on va dire, et dès que j'étais sur scène, j'étais bien, mais c'est vrai que j'évitais au maximum les rôles hyper genrés ou les rôles de filles, ou si je devais trop mettre des robes et tout, j'étais pas du tout à l'aise, quoi. Mais quand même, le théâtre ou l'humour, très vite, a été un lieu d'expression pour moi. Du coup, il y a l'adolescence aussi, qui est un âge dans lequel on a besoin de s'identifier, de trouver à quoi on appartient, une forme de communauté. Est-ce qu'il y avait des personnes à qui tu t'identifiais, du coup, qui font partie de l'univers commun des célébrités ? Est-ce que tu avais ça ? Ouais, moi, je m'identifiais à Janis Joplin, parce qu'après, j'ai fait de la musique aussi très tôt. Et dans cette espèce de personnage, déjà le fait qu'elle était bisexuelle ou lesbienne, en tout cas identifiée vraiment comme une icône lesbienne, je pense que moi je me suis très longtemps identifiée lesbienne, en fait, et c'était important pour moi, ça m'a vraiment permis de m'affirmer et tout, et du coup c'est une période où j'ai pas questionné mon genre, puisque j'étais déjà juste en train d'essayer de assumer que j'étais lesbienne, ce qui était déjà beaucoup de travail. Et du coup, Janis Joplin, c'était vraiment une icône, quoi, avec le côté musicienne un peu déjantée, trash et tout, et en même temps avec une voix incroyable. Enfin voilà, donc ça c'était une figure super importante pour moi. Est-ce qu'il y avait des choses qui te fascinaient ou que tu enviais aux filles ou aux garçons, à l'un des deux genres ou deux ? Je pense que j'ai beaucoup envié les garçons, en fait. J'ai beaucoup envié les garçons, justement, de pouvoir... leurs fringues, déjà, je voulais vraiment leurs fringues. Je voulais être en maillot de bain, torse nu sur la plage. C'est vrai que j'étais jaloux, franchement. Et on te laissait mettre les mailloux que tu voulais ? Je le faisais pas, en fait. Je me l'autorisais même pas à moi-même, en fait. Parce que vraiment, encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps à questionner vraiment à me dire que j'étais un homme trans. Donc... du coup, j'étais jaloux, mais dans mon coin.
J'étais jaloux de leur liberté aussi, je pense, de la liberté qui leur a été accordée. En tout cas, quand j'ai leur liberté, c'est pas du tout qu'ils étaient plus libres, eux, à l'intérieur. C'est juste que l'espace qui est donné aux garçons est injustement bien plus grand, non? Et aujourd'hui, tu as la même vision des hommes, ou elle a changé au cours de ta vie Plus ça va, moins je supporte les hommes cis, plus je suis en colère contre eux, parce que je pense que c'est des colères que j'ai vachement refoulées aussi par stratégie de survie, parce que quand t'es une meuf, tu peux pas être trop en colère contre les hommes, sinon tu te fais tout le temps reprendre, en fait, tu te mets en danger, que ce soit, je dirais, psychologiquement, symboliquement ou physiquement. Et maintenant que j'ai un cispassing, donc je passe pour un homme cis, et que donc je suis aussi identifiée à cette catégorie-là, je la rejette totalement. Je sais que c'est peut-être compliqué à comprendre, c'est-à-dire souvent les gens disent mais pourquoi t'as voulu être un homme si tu n'aimes pas les hommes ou voilà. Et en réalité c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que moi je me sens plus juste corporellement avec voilà le corps que j'ai maintenant, et c'est pour ça que j'ai tenu à prendre des hormones, parce qu'il y a des mecs trans qui s'hormonent pas, hein, c'est pas une obligation, ni même moi j'ai fait une mastectomie mais c'est pas obligé, il y a plein de mecs trans qui font pas d'opération, mais moi c'était juste mon ressenti, c'est que pour moi le genre c'est une performance sociale, c'est une relation à l'autre dans la société. Si je pars vivre sur une île déserte ou dans une grotte, je serais plus un homme ou une femme. Je redeviendrais cet être humain qui en relationne avec la nature, les plantes, les animaux. Et d'ailleurs, je relationnerais différemment si j'étais dans un environnement où ils sont majoritaires. Donc, le genre, c'est totalement lié à la société. Je peux pas juste dire je suis à l'intérieur, je me sens, c'est pas tellement ça. Mais pour autant, moi, mon ressenti est que je suis plus à ma place dans ce corps-là et dans cette vie sociale où on me dit monsieur, parce qu'apparemment les gens ont absolument besoin de dire monsieur ou madame quand tu rentres dans un café, même si je pense que vraiment ils devraient juste arrêter et plus jamais dire juste bonjour. Ça suffit, non, de juste dire bonjour aux gens et de pas présupposer leur genre, mais bon, bref. Et du coup, pour autant, c'est comme si ces 40 ans où j'ai accumulé une certaine colère aussi légitime, à mon avis, de femmes et de personnes oppressées par le patriarcat, que maintenant je peux l'exprimer, je m'autorise à l'exprimer maintenant. Et par ailleurs, moi, la sensation que j'ai eue la fois où je me suis retrouvée dans une ruelle sombre et qu'il y a une meuf devant moi qui s'est retournée et j'ai vu la tension s'installer dans son corps, le moment où la tension s'est installée dans son corps, déjà je l'ai perçue alors qu'elle était sans doute imperceptible à l'œil nu, et je l'ai ressentie dans ma chair. Et ça m'a fait un truc, c'est pas juste de l'empathie, c'est que ça m'a bouleversée. Parce que c'était horrible pour moi de provoquer ça, juste par mon apparence physique et tout. Et donc évidemment, j'ai fait ultra gaffe et tout. Et ça, aucun homme cis pourra le vivre comme ça. Donc je suis dans une relation assez ambivalente, enfin pas non, je suis dans une relation assez complexe, c'est ça le mot juste, assez complexe, c'est-à-dire que je peux pas la dire en une phrase, dans le sens où oui, je tiens à être perçu comme homme et je tiens à mon cispassing et j'ai besoin socialement d'exister en tant qu'homme. Pour autant, je ne m'identifie à aucun moment aux hommes cis, parce que les hommes cis, ils incarnent aussi l'oppression, ils incarnent la violence, et moi je considère que je serai toujours dans la catégorie des femmes. Déjà parce que en tant que trans, je subis des oppressions systémiques et sociales permanentes, et que donc à partir du moment où j'appartiens à un groupe opprimé, alors c'est le groupe des femmes, c'est le groupe des Noirs et des Arabes, c'est le groupe des handicapés, c'est le groupe des grosses, et c'est un très grand groupe, mais c'est le groupe des gens qui sont exclus, marginalisés. Je fais partie de ce groupe en tant que personne trans, de toute façon, donc je peux pas y échapper quand même je le voudrais. Et si dans un monde idéal, imaginons dans 10 ans ou 15 ans, tout d'un coup les personnes trans sont tellement intégrées qu'elles sont totalement avec les mêmes droits et qu'il y a plus de transphobie, bon, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps, mais disons théoriquement. Et alors même, je continuerai à revendiquer mon identité d'homme trans parce que justement, je me soustrais au système de violence. Je ne veux pas adhérer au système de violence qui ont été construits et qui existent encore. Et que les hommes cis, en fait, même si eux, ils se disent « Oh, mais moi, j'ai jamais violé personne. Oh, mais moi, je me comporte bien. Oh, mais moi... » Oui, mais vous profitez de ce système d'oppression et vous profitez tout le temps de ce système de violence. Et donc, il y a une prise de conscience qu'ils ont à faire, à mon avis. Et aussi dans leur façon de prendre la parole, ça. Enfin, moi, je suis que en lutte, en fait, finalement, contre le patriarcat et contre les hommes cis, quoi. Et plus ma transition avance, pire c'est. Et un jour, j'ai compris cette fascination que j'avais pour les corps des hommes. Ils m'obsédaient car j'aurais voulu être eux, avoir ces corps qui m'étaient inaccessibles. J'ai donc compris il y a un peu plus de 2 ans que je voulais changer de genre. Je dis bien de genre et pas de sexe, car ce qui m'intéresse de changer, c'est la perception sociale que les gens auront de moi. J'ai 41 ans demain, et je vous le dis, je suis épuisée d'être une femme. Littéralement épuisée.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des codes communs de la masculinité auxquels tu réponds et d'autres, au contraire, auxquels tu réponds pas du tout? Moi, j'ai embrassé des codes genre vestimentaires, c'est-à-dire que je m'habille comme un homme. J'aime bien ça en plus. J'ai toujours, en fait, plus ou moins toujours porté ces fringues-là, après avec plus ou moins de confiance. Maintenant, c'est cool, je peux vraiment mal m'habiller, en avoir rien à foutre. Et ne plus me raser les jambes, c'est vraiment cool de plus se raser. En fait, les mecs, ils profitent, voilà. Donc, j'ai pris les trucs un peu cool qui, encore une fois, qui sont pas oppressifs. Mais sinon, non, j'adhère vraiment pas au boys club. Il n'y a pas des choses où tu te dis dans l'attitude que tu essayes de reproduire parce que ça va avec ton physique d'aujourd'hui? Après, non, j'ai mes goûts personnels où voilà, je fais de la muscu, ça me plaît d'être musclé, je me sens bien parce que j'aime aussi faire du sport et que j'ai besoin d'investir mon corps, qui est aussi, entre guillemets, nouveau, en tout cas, qui a un petit peu changé quand même. Donc, c'est de la nécessité plus que... Ouais, c'est un plaisir personnel, quoi. Rôle, quoi. Peut-être ça me rassure aussi par rapport à mon cispassing, tu vois. Quand t'es trans, t'as tout le temps l'impression que tout le monde va voir que t'es trans, tu vois. Et comme moi, c'est très nouveau que les gens n'hésitent plus du tout. Quand ils me disent monsieur sans même hésiter, alors que pendant peut-être une année et demie, ils hésitaient. Du coup, peut-être j'ai aussi inconsciemment voulu accélérer le processus, vu que j'ai très peu de barbe et de moustache. Tous mes copains bruns, tu sais, genre au bout de 3 mois de testo, ils avaient genre la beubare, et moi je suis là, j'ai 3 poils sur le menton, je suis blond et tout. Donc c'est cool, ça me rajeunit, les gens pensent que j'ai 28 ans, alors que j'ai 42 ans, ça c'est cool. Mais du coup, sinon, ouais, peut-être j'ai compensé, du coup, avec le sport. Mais en tout cas, je fais rien de problématique, j'espère. Et t'en as parlé rapidement en disant la façon dont cette fille s'est retournée en te percevant en tant qu'homme et du coup avec les désagréments pour elle qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça change d'être un homme aujourd'hui quand tu consommes, quand tu t'adresses aux gens, quand tu rentres dans un magasin? Est-ce qu'il y a des choses que tu perçois qui ont complètement changé le regard des gens sur toi? Je dirais que ce qui m'a le plus choqué et peut-être du coup aussi qui a aussi libéré ma colère, c'est de voir l'amour que se portent les hommes. En fait, je le soupçonnais pas. Je soupçonnais plus la violence, tu vois. Je me disais, bon, putain, merde, je vais pas savoir me battre s'il y a une embrouille, parce que les mecs, ils se tapent et tout. Moi, je sais pas, j'ai pas tapé. Tu sais, genre, déjà en tant que meuf, et puis d'un milieu plutôt privilégié où on n'a pas appris à se battre, tu vois. Parce qu'il y a des meufs qui se battent. Tu prends pas de cours, tu y as pas pensé? Non, enfin, je vais peut-être le faire, parce que là, en plus, il y a des cours d'autodéfense queer, tu vois, et je pense que c'est quand même pas mal de savoir un minimum se battre. Mais genre, après, je dis ça aussi comme pour toutes les meufs, devraient savoir un minimum se battre pour que si elles se font emmerder. Mais tu disais l'amour que les hommes se portent. Ouais, mais l'amour, je le soupçonnais pas. Et en plus de ça, ouais, de la camaraderie, en fait, qu'il y a, la camaraderie, le côté vraiment où je trouve les mecs, ils sont plus sympas, en fait, maintenant. Ils sont plus sympas avec moi. Quand ils me perçoivent comme un homme cis, ils m'aiment de base. Et ça, c'est trop choquant, en fait. Parce que quand t'es une meuf, t'as tout le temps envie de ça, de cette camaraderie. En plus, quand t'es une lesbienne, Gwyn, dans mon cas, tu la cherches, cette camaraderie. C'est-à-dire que tu viens montrer, ok, je suis Gwyn, donc de toute façon, je suis pas là pour qu'on se séduise, je suis pas dans un rapport de séduction avec toi. Viens, on est copains, tu vois. Et en fait, même dans ces cas-là, même quand tu proposes ça, il y a toujours un truc où, ouais, mais ça les fait un peu chier, du coup, s'ils vont pas pouvoir potentiellement de sauter ou se dire qu'ils pourraient te sauter, ça va un peu, enfin il y a un truc du coup ils sont moins sympas, quoi, tu vois. Et quand ils te perçoivent comme potentiellement accessible sexuellement, et encore une fois, ça veut pas dire que les mecs veulent tous coucher avec toi, ça veut juste dire que il faut qu'il y ait cet imaginaire là, cette possibilité de, tu vois. Et du coup ils sont sympas, mais d'une manière sympa qui est pas très belle, quoi, parce que c'est un rapport de force, c'est un rapport de séduction, c'est pas, voilà. Et donc ça me choque, et du coup je suis trop vénère. J'aime trop les bâtards. Il y a des choses que tu as le sentiment de pouvoir dire maintenant que... Ouais, tout ce que je te dis là, je pense pas que j'aurais eu la possibilité de le dire avant, aussi parce qu'il y a une pression sociale énorme sur les femmes Gwyn, où on est tellement tout le temps à nous dire ouais, vous avez un problème avec les hommes de toute façon. Mais moi maintenant je dis mais ouais, mais bien sûr, toutes les femmes ont un problème avec les hommes. On a toutes été harcelées à un moment, ou violées, ou agressées sexuellement. Enfin, je veux dire, l'oppression patriarcale, on l'a subie au moins une fois ou 2000 fois dans notre vie, à des degrés plus ou moins graves. Donc, bien sûr. Et en fait, maintenant, je regrette en fait de pas même l'avoir dit plus tôt, ce qui aurait rien changé à mon parcours trans, parce que ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant que je suis à cette place-là, j'ai l'impression que c'est OK. C'est OK, puisque moi, maintenant, je suis dans ce groupe-là aussi, donc j'ai vraiment plus le droit de le critiquer, quoi. Donc, ouais, en ce sens-là, j'ai la possibilité de radicaliser encore mon discours sur les hommes, étrangement.
Si tu devais dire les grands traits qui te caractérisent aujourd'hui, des qualités, des traits de caractère, ça serait quoi? Je dirais que je suis toujours aussi culpabilisée. J'ai toujours l'impression de ne pas faire assez, de pas faire assez bien. C'est la culpabilité, je pense, la chose qui est la plus présente dans ma vie. Mais pour autant, je suis quand même assez énergique et j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire pour moi et pour les autres aussi. Là, j'essaye maintenant de beaucoup faire des choses pour la communauté aussi. Et là, la tournée autour du film, c'est aussi pour ça, pour aller voir les gens, pour leur donner de la force en fait. Je pense que c'est une qualité que j'ai, c'est que j'arrive à bien communiquer de la bonne humeur et de l'énergie, de la force aux gens. Mais c'est ça qui est hyper intéressant dans l'expérience d'être un homme trans avec un cispassing, c'est que tu crois que tu vas... Les gens, d'ailleurs, il y a des féministes qui nous rejettent en disant « Ouais, vous passez du côté de l'ennemi et tout ». Et moi, je dis toujours « Bah non, parce que déjà, pour tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur les discriminations qu'on subit, moi, j'ai l'impression d'avoir perdu en privilège, en fait. J'ai pas gagné en privilège. Donc, je pense que c'est hyper important de faire la différence entre confort et privilège. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres dans la catégorie des hommes socialement, quand t'es un homme trans avec un cispassing, on va dire, tu gagnes en confort parce que oui, en effet, les mecs vont être un peu plus sympas, ou en tout cas, va pas être dans cette sexualisation permanente, etc. Mais pour autant, toi, tous tes réflexes à ta vie, tout ce qui t'a constitué, tu l'as toujours. Donc la peur, tu l'as toujours. La culpabilité, qui est vraiment, je pense, quelque chose qui est très enseigné aux petites filles et aux femmes en général, de pas jamais être assez à la hauteur et tout, alors que le mec, tu vois, ils sont assez contents d'eux, assez rapidement. Ouais, je suis sympa, je suis bien. Et moi, c'est quelque chose que je pourrais jamais avoir, je pense, tu vois, parce que je me suis tellement construit aussi j'ai été construit comme ça et j'ai été construit avec une éducation de femme. Donc, du coup, clairement, je pense que en ce sens-là, je serais même après des années et des années de vie avec un cispassing, je serais toujours différent en fait. Et tant mieux. Et encore une fois, je tiens juste à préciser que c'est mon parcours. Il y a beaucoup de mecs trans qui considèrent qu'il y a un début et une fin à leur transition. Moi, je considère que je serai toujours trans, j'étais sans doute trans depuis toujours aussi, avant même de le savoir. Et donc, c'est aussi un positionnement politique. C'est quoi pour toi être viril ? Je sais pas, j'imagine que c'est de produire des façons, des masculinités un peu outrancières, de vraiment faire le mec. T'es pas viril, toi, par exemple? Tu te considères pas comme viril? Non, je crois que je suis pas du tout viril. Non. Mais ça n'a rien à voir avec les muscles, les poils, des choses maintenant que t'as aujourd'hui. Enfin, on en avait tous des poils avant. Ouais, c'est ça, avant qu'on nous les enlève. J'ai l'impression que c'est plus du comportement, la virilité. Ouais, au fond. Après... De toute façon, je pense qu'être un homme ou une femme, c'est du comportement. Donc, c'est de la socialisation, quoi. Donc, j'ai du mal à essentialiser et tout. Après, oui, peut-être qu'un mec qui est très, très musclé et très poilu, il est viril, ouais, c'est vrai. J'y avais pas pensé, mais t'as raison. Non, c'était une question. Non, sans doute que c'est ça aussi. C'est les archétypes du masculin, quoi. Et t'es à l'aise avec ton apparence physique ? Ouais, je me sens mieux maintenant. Après, je te cache pas, j'ai te confier un truc, c'est que j'espérais, tu sais, que justement, en faisant ma transition, vu que les mecs ils sont beaucoup moins sous pression sur le corps, que tous les complexes allaient partir. Parce que franchement, nous les meufs, on est tout le temps en train de se trouver trop grosses et tout, c'est un truc de ouf quand même. Puis c'est un problème. Faut vraiment qu'on arrête, que toutes les femmes arrêtent. Mais c'est hyper dur parce que les injonctions de beauté, de normes, de minceur, elles sont d'une violence folle, elles sont permanentes. Et donc j'espérais, tu vois, un peu plus être cool avec ça. Et c'est pas ouf. Je suis pas encore très content du résultat. Et c'est les mêmes complexes ou c'en est d'autres ? Il peut y en avoir des nouveaux, du coup, où genre je me trouve trop petit, tu vois, des trucs à la con. C'est toujours, tu te compares à une espèce de norme absurde que tu passes ton temps à critiquer, et voilà. Où j'ai pu être complexé parce que j'avais pas beaucoup de barbe, tu vois, alors que la virilité, la masculinité, c'est d'avoir de la barbe, tu vois, alors que ça forcément avant je le pensais pas, mais pour autant les complexes ne m'ont pas quitté, mais même sur le gras en fait, tu vois, c'est ça, j'espérais en avoir plus rien à foutre. Et en fait, je suis toujours en train de me dire que je suis trop gros encore. Vraiment là-dessus, j'ai pas du tout changé. Et j'ai toujours ces complexes-là. Et ça me saoule, je te jure, je lutte contre. C'est intéressant, en tout cas, d'entendre ça, en fait. Tu sais, tu dis, j'en aurais plus rien à foutre et tout. Et en fait, tu es là, j'ai des bourrelets, je suis gros. Et est-ce qu'il y a des choses de féminin en toi que tu essayes de gommer maintenant plus qu'avant ?
Non, je pense que toute l'époque où justement j'étais un peu entre deux physiquement et que j'avais pas un cispassing dingue, je jouais à fond peut-être plus justement le bonhomme, ou j'essayais de plus faire le mec pour vraiment qu'on me dise monsieur, parce que ça me faisait trop stresser d'être encore perçue comme femme. Mais maintenant que j'ai un cispassing totalement, enfin voilà, qui est là quoi, au contraire, je suis plutôt content de voir que j'ai des choses féminines encore. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce qui m'arrive et ce qui arrive à beaucoup de mecs trans, c'est que du coup, on peut très facilement être perçu comme gay. Alors qu'on ne l'est pas nécessairement, même si on peut l'être aussi, parce qu'on a gardé des gestuels, des façons de... Même là, tu vois, je vois, comme je parle vite, c'est un truc de meuf. Parler vite, c'est un truc de meuf. C'est avoir peur qu'on te laisse pas le temps, de pas pouvoir tout dire. Enfin, c'est une manifestation d'une angoisse qui est extrêmement féminine, pas au sens essentiel, mais au sens conditionnement. Les mecs qui font des pauses. Enfin, j'aimerais bien écouter tes autres podcasts. Je suis sûr que si tu compares, maintenant que tu interviews des femmes aussi, tu verras ça, que sûrement, souvent, les femmes parlent plus vite que les hommes. Bon, bah voilà, donc j'ai des trucs féminins. Et maintenant que j'ai ce cispassing, je suis très content d'avoir des trucs féminins, parce que c'est aussi ma façon de me soustraire, tu vois, justement, à cette masculinité toxique que je veux pas incarner. Tu vois, là, je mets un sweat avec écrit fiotte, en gros. Et, j'avais même pas vu. Pour toi, c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme, en général ? Le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme, c'est t'es doux, c'est sa douceur, ou c'est son écoute. C'est ça les meilleures qualités, de toute façon, que ce soit homme ou femme. La capacité d'empathie, d'écoute, de se mettre au service des autres. Donc, et les mecs, souvent, c'est les pires, quoi. C'est vraiment, ils s'écoutent parler, quoi. Bon, toi, tu leur demandes de le faire, donc. Mais voilà, c'est souvent leur plus gros souci, c'est qu'ils sont super autocentrés, quoi. T'as 42 ans aujourd'hui, et t'es à l'aise avec cet âge ? Ouais, je suis à l'aise avec cet âge, c'est chouette, je suis content de tout ce que j'ai fait avant et tout. Après, j'aurais peut-être préféré transitionner un peu plus tôt, si j'avais pu avoir l'idée, si j'avais pu être au courant, merci. Bon, bah voilà, maintenant il y a Internet, les jeunes, ils transitionnent plus tôt quand ils ressentent ça, et c'est vraiment cool, donc je suis content pour la nouvelle génération. Après, c'est aussi vertigineux de vieillir, de se dire, putain, le temps passe, c'est chaud, qu'est-ce que je fais, parce que ce que je fais, artistiquement, tu vois, tu te lances dans un projet, tu sais que c'est parti pour... peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans de ta vie, donc faut bien réfléchir, parce que je vais pas en faire 10 000 non plus, quoi. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'aime bien avoir l'âge que j'ai. À part la peur vraiment de plus être désirable en vieillissant. Et encore, bon, j'avoue que transitionner à 40 ans dans ce sens-là, c'était une bonne stratégie, même si je l'ai pas fait pour ça. C'est ça, enfin, on peut peut-être se débarrasser. Le poivre et sel, le vieux beau, on espère qu'il va tenir un peu. Et un message positif, s'il y en a un. Un message d'homme trans aux hommes cis. Je dirais à tous les hommes cis, vraiment essayez de checker vos privilèges tout le temps. Vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes tout le temps en train d'en profiter, en fait. D'en profiter, même si vous avez l'impression que vous faites du mieux, vous pouvez toujours faire plus, et vous devez toujours écouter les meufs, écouter toutes les personnes qui subissent des discriminations, et il y en a partout, tout le temps autour de vous, que ce soit pour des questions de classe, de race, de genre, d'orientation sexuelle, et vraiment... au lieu de toujours vous trouver super, dites-vous que vous avez déjà beaucoup de chance, parce que vous êtes en haut de la chaîne alimentaire, et que c'est peut-être pour ça que vous êtes là où vous êtes, et que ça veut pas dire que vous êtes plus géniaux que les autres. Donc écoutez les autres. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve, et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.